Bonjour et bienvenue à Rature et Lit. Aujourd'hui, on s'intéresse à la genèse du créateur dans un carnet littéraire, un roman sur l'écriture de romans et dans un récit sur la mise en scène avec nos invités Brigitte Hennequin, Yvon Paré et David Turgeon. Yvon Paré, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Oui, vous êtes donc, vous, journaliste, écrivain, essayiste. Vous avez, vous collaborez à Lettres québécoises depuis une quinzaine d'années. Oui. Déjà. En plus d'être l'auteur d'un blog fort fréquenté où on retrouve en fait l'ensemble de vos chroniques littéraires. Vous avez publié une douzaine d'ouvrages. Le plus récent, Le Voyage d'Ulysse, ouvrage assez magistral qui est une sorte de version moderne de l'Odyssée d'Homère, publié chez XYZ. Qui a remporté le prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec 2014. Félicitations pour ce beau prix. Merci beaucoup. Et vous avez fait paraître aussi L'enfant qui ne voulait plus dormir, donc chez l'Évêque éditeur en 2014. C'est une nouvelle collection de carnets d'écrivains dirigés par Robert Lalonde. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui, carnet littéraire. Brigitte Hennequin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes metteur en scène et directrice du CNA Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa depuis 2011. Et vous avez fondé votre propre compagnie, Sibylline, en 1997. Donc, avec cette compagnie, vous avez mis en scène de nombreuses pièces. Plus récemment, l'Opéra de Katsu en 2012, Molly Bloom cette année. Et là, vous préparez Richard III pour mars prochain au Théâtre du Nouveau Monde. Vous avez fait déjà paraître deux récits poétiques chez Prise de parole, Une femme comblée en 2012 et Blanchie en 2008. Et là, vous faites paraître Un regard qui te fracasse. Propos sur le théâtre et la mise en scène, publié chez Boréal. C'est une réflexion sur le théâtre, mais on peut dire aussi que c'est un livre autobiographique parce que c'est écrit au jeu. Vous racontez vraiment votre vie chevillée au théâtre, c'est l'expression qui est utilisée. On suit donc votre parcours, votre réflexion sur la création, sur le théâtre, mais aussi votre relation épidermique avec l'autorité, entre autres, vos exils successifs, vos chocs esthétiques, et vous définissez aussi le risque, l'engagement. Vous parlez de votre relation au corps, aux acteurs, qui est primordiale pour vous. Première question d'abord, pourquoi vous l'avez écrit au jeu? Est-ce que c'est important pour vous que ce soit une vision de l'intérieur, de parler de la création? Oui, c'est ça. Je voulais pas d'un livre théorique. Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. Et puis, je voulais vraiment parler d'une expérience, de mon expérience de metteur en scène, en fait. C'est pour ça que je suis allée au jeu, ne sachant même pas que ça aurait cet aspect autobiographique. Mais finalement, plus j'ai creusé les sujets, plus je m'apercevais qu'il fallait quand même que je les mette en relation avec certaines parts de mon existence, parce que je crois que les matières qui m'intéressent sont reliées aussi à des choses importantes dans l'enfance et tout ça, donc voilà. Mais c'est surtout que je voulais que ça soit un livre qui soit démocratique, en fait, en quelque sorte, qui donne accès à la création ou au mystère de la création pour les gens qui ne sont pas des lettrés spécialement ou qui vont au théâtre de temps en temps, mais c'est une petite fenêtre ouverte là-dessus. Oui, on rentre dans l'expérience même avec ce jeu, justement, ça invite exactement. C'est vrai. Puis vous définissez donc beaucoup votre travail de mise en scène de diverses façons. D'ailleurs, vous parlez d'une fouille archéologique, vous parlez d'une manière d'organiser le chaos, d'une volonté de s'exprimer sans être vu aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre votre travail, de le mettre en mots, d'écrire ce livre-là? Est-ce que vous avez l'impression que ça a éclairé certaines choses? Mais c'est bien parce que ça fait le point quand même sur 30 ans de pratique. Ça a plein d'éléments dans le livre dont j'ai parlé à diverses reprises, mais de façon succincte, en fait, dans les entrevues et tout ça. Mais dans le fond, là, ça me permettait d'aller en profondeur. Puis ça a été un exercice difficile pour moi. Ah oui? Oui, vraiment, d'essayer d'aller précisément dans les choses un peu plus loin et d'aborder des sujets dont on ne parle pas souvent. Par exemple, qu'est-ce que ça fait exactement le public sur un créateur et tout ça. Donc oui, j'ai appris des choses, mais c'est surtout, j'étais contente de pouvoir les exprimer comme je les sens, en fait. Oui, d'aller au fond. D'aller au fond du baril, en fait. Au fond du baril de la création. Oui, parce qu'il y a des parties assez obscures quand même. Oui. Et puis il y a encore des mystères pour moi aussi. Hein. Il y a encore des choses que je ne sais pas, mais
le livre, je l'ai publié enfin là, je pensais avoir fait le tour de là où j'en suis aujourd'hui. Oui, oui. Il y a peut-être une révision des choses à Des faire. choses à rajouter plus tard. Carca peut bien signifier être fidèle à un texte. Le texte n'existe pas dans l'absolu. Il prend vie sous le regard de celui qui le lit, le reçoit, s'y plonge et l'assimile avec sa sensibilité, son histoire, sa culture. Mettre en scène reste un geste teinté d'une grande subjectivité. Il s'agit avant tout d'une rencontre avec un texte et de l'empreinte qu'elle a laissée. Mais vous racontez entre autres que vous avez pratiqué un théâtre politique et engagé dans les années 70-80 avec le Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury. Ouais. Ensuite, vous avez déménagé à Montréal, vous avez dirigé la nouvelle compagnie théâtrale que vous avez quittée de manière fracassante. Et là, vous dites que vous avez donc choisi à ce moment-là de travailler comme metteur en scène indépendante et que vous écrivez « Il faut sans doute une certaine dose d'arrogance pour porter des projets artistiques sans autre soutien que sa propre ferveur et celle de quelques proches ». Je me demandais quel prix a cette liberté pour vous. Pensez-vous qu'aujourd'hui, pour les jeunes créateurs, le prix est encore plus élevé? Enfin, il y a toujours deux côtés aux choses, hein, mais il y a un prix. Bon, le prix élevé, c'est que je devais faire tout ce qui touche à l'organisation, Ouais. donc en fait, bon, la comptabilité, tout ça. Mais On en parle peu, mais c'est beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup, ce mais dans le travail-là. fond, c'est pas ça qui me pèse le plus, hein, je crois. Mais en fait, il y a un prix, bien sûr, mais en même temps, je trouve que le prix est beaucoup moins élevé que de se compromettre disons, dans des institutions qui ne nous conviennent pas. Donc, en fait, la possibilité de complètement contrôler ta création vaut vraiment tous les prix. Oui, tout le reste. Tout le poids du reste. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est un privilège, en fait. Oui. Vous évoquez l'influence de plusieurs grands dramaturges dans votre parcours, Muller, Coltès, entre autres, qui vous ont donné la permission de vous radicaliser, vous dites. Vous écrivez « Je me sens plus délinquante aujourd'hui qu'hier, plus indifférente aux critiques, beaucoup plus libre ». Alors, expliquez-moi comment est-ce que la délinquance s'acquiert avec l'âge? Ah oui, c'est bon ça! Mais en fait, quand j'étais jeune, je crois que j'étais très, très sage finalement. Peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, peut-être parce que j'étais une femme aussi, donc la volonté de réussir, de se conformer, d'égaler les hommes, ou je ne sais pas. Enfin, il y avait tout ça. Donc en fait, j'étais beaucoup plus classique et plus réservée. Mais on dirait que plus j'ai acquis d'âge, plus effectivement je me suis libérée de toutes sortes de carcans, en fait, et particulièrement du regard des autres et de l'opinion des autres. Oui. Alors que j'étais beaucoup plus... j'avais beaucoup plus besoin d'approbation, je pense, qu'à 25 ans qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça m'est égal, en fait, si les gens... Vraiment. Oui. Bon, je dis pas que c'est jamais agréable, en fait, quand on nous critique vertement, mais en même temps, ça me fait rien. Oui, il y a une confiance qui s'acquiert. Il y a une confiance avec qui le s'acquiert, temps. donc c'est bon signe, quand même. Oui, oui, oui. Yvon Paré, vous, dans L'enfant qui ne voulait plus dormir, donc ce carnet d'écrivain, carnet littéraire écrit aussi à la première personne, singulier. En fait, vous décrivez votre quotidien, mais votre réflexion aussi sur votre travail, sur l'écriture. On plonge aux sources vraiment de votre écriture, de vos lectures aussi, et on suit les manifestations du printemps 2012 qui sont un peu le décor immédiat, qui suscite beaucoup de réflexions aussi de votre part. Je reviendrai sur une définition de Robert Lalonde du carnet littéraire d'abord, parce que c'est lui qui a comme fondé cette collection. Il parle d'un repos de l'écriture de fiction. Le carnet commence au moment où l'écrivain lève la tête de son manuscrit rebelle et se met à considérer ce qui l'entoure. Alors surgit une autre approche débarrassée du devoir de sens et de logique romanesque. Le besoin d'un langage neuf, vagabond, exploratoire et libre. Je sais que vous écrivez des journaux et des carnets depuis longtemps. Très longtemps, depuis oui. Depuis l'âge de 15 ans, c'est Oui, ça? oui, oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte d'un nouveau langage ou un langage très différent de celui de la fiction pour vous? L'écriture, c'est l'écriture. Hein. Peu importe les couloirs, je dirais, qu'on peut emprunter, ça reste toujours une espèce de quête, en tout cas dans mon cas. Moi, je me suis payé, je dirais, dans la vie, une indépendance financière en faisant du journalisme. Alors, ça m'a permis de faire une carrière d'écrivain, si on veut, très peu orthodoxe. J'ai jamais travaillé, si on veut, sur des projets là, qu'on attendait de moi. Et le carnet, c'est un imprévu comme ça aussi. Je pensais que je faisais des carnets, mais avec le contact de Robert Lalonde, je me suis aperçu que c'était autre chose. Ouais. Ouais.
Alors, c'est une réflexion, c'est une maturation. J'ai toujours eu un peu ça dans mes écrits, je pense. Oui. Cette distance par rapport aussi à l'écriture, ce regard de l'extérieur. Un peu. Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de régénération aussi dans vos projets de fiction, le fait de prendre des pauses puis d'aller dans le carnet? Ben, ça me permet, je pense, de prendre conscience un peu... parce qu'on est un peu des aveugles en création. Moi, je dis toujours ça, on part avec des idées et on ne sait pas trop où ça va nous diriger, où ça va nous mener. Et le carnet est un outil formidable pour commencer à réfléchir sur ce que tu fais. C'est quoi tes préoccupations? Et le gros moteur, c'était vraiment la contestation étudiante. Et les premières versions que j'ai faites de ce carnet-là, je ne parlais à peu près que de la contestation étudiante. Et puis moi, le baby boomer, ce qu'on accuse de tous les maux de la Terre maintenant, je me sentais très concerné par ça, parce que dans les années 70, j'étais dans la rue avec les étudiants de l'Université de Montréal, puis on contestait. Puis là, je dis, qu'est-ce que je suis devenu après tout ce temps? Ça vous a fait puis faire là, une prise de je me conscience? sentais extrêmement coupable. Je dis, je devrais être dans la rue avec les écrivains. Puis est-ce que j'ai perdu mon temps à écrire pendant toute ma vie? Mais vous posez beaucoup cette question. Je me pose cette question-là. Et puis, ça m'a permis de faire le point, puis de dire des choses que je n'avais jamais dites ailleurs. Alors, chaque genre littéraire te permet de dire des choses que tu caches dans un puis que tu révèles dans l'autre. Alors, je pense qu'un écrivain il doit se permettre d'avoir plusieurs explorations pour vraiment faire le tour de son jardin, là. Mais vous parlez du fait que vous revenez souvent sur cette question, pourquoi écrire? Vous êtes toujours dans une valse hésitation, écrire ou ne pas écrire. Est-ce que le doute est fondateur pour vous dans votre travail de création? Moi, je pense que, étant donné que je suis un bon lecteur, je lis beaucoup et ceux qui n'ont pas de doute ne sont pas des écrivains très intéressants, je trouve. Ils répètent énormément. Il y a des écrivains qui n'ont fait qu'à peu près le même livre en changeant les noms et un petit peu l'intrigue. Puis je nommerai pas de nom, je vais être gentil. Tandis que moi, c'est pas ça. Un écrivain, ça doit être quelqu'un qui est en quête de sens, qui est en train d'essayer de trouver, je dirais, un point d'équilibre. Et ça varie avec les époques, avec le temps. Ouais. Et on a tendance peut-être à dire, on regarde comment va la littérature actuellement. On dit que le livre est mort, que le livre va crever, que ci et ça. Je suis pas certain. L'expression, il n'est pas très mort encore. Non, l'expression est là et l'expression prend toutes sortes de formes. Alors que ceux qui prédisent la mort du livre, là, je pense qu'ils sont mieux de se recycler quelque part. J'ai noirci une centaine de carnets. Les ai remplis d'esquisses de romans, de dérapages poétiques, d'embryons de chroniques, de réactions aux événements qui ont secoué le Québec et le monde. Il y a aussi des pièces de théâtre et des nouvelles et des essais. Et il y a le premier cahier. J'avais 15 ans. J'avais décidé d'être écrivain depuis que je savais lire. J'avais 15 ans, 1000 ans peut-être, m'accrochais à un amour, une fille heureuse de ses 13 ans qui ne cessait de fuir et de revenir et de repartir. Brigitte Hennequin, vous décrivez vous aussi votre relation au texte de départ sur lequel vous travaillez avec un rapport assez difficile. Vous ressentez souvent, à la base, une certaine froideur, une certaine résistance, une sorte d'attirance-répulsion en même temps. Est-ce que vous croyez que ce doute ou cette espèce d'amour-haine est aussi fondateur ou fondamental pour vous, pour travailler? Je pense que ça installe une sorte d'espace de réflexion, en fait. C'est comme une sorte de distance parce que... Comme je l'explique dans le livre, en fait, je crois qu'à un moment donné où finalement je finis par complètement sombrer dans le texte que je travaille. Oui. Et ce qui est le cas quand je lis, parce que comme vous, je lis énormément. Donc quand je lis un livre, normalement, je m'abandonne complètement. Mais quand je travaille un texte pour le monter au théâtre, il faut que j'ai comme un espace là, de réflexion, enfin, que j'appellerais, c'est ça, un espace de réflexion intellectuelle qui est juste avant de plonger. Avant de plonger dans une espèce avant de me perdre. De mise à distance. Mais donc, ça me fait souvent une espèce de froideur vis-à-vis du texte ou d'indifférence. Je sais pas. C'est très bizarre. J'ai toujours ce sentiment-là au début. Oui, oui. C'est un peu comme l'écriture, en fait. Hein? Oui. Oui, c'est une lecture du monde, d'un moment. Mais en même temps, on part en aveugle, comme je disais tout le temps.
Et à la fin de l'écriture, tu es obligé de te retirer pour voir ce que tu as fait. Et des fois, c'est très difficile à faire. Oui. C'est très difficile, mais ça, c'est le processus de mise en scène est le même aussi, parce qu'il faut constamment sortir et rentrer. Et à la fin, sortir vraiment complètement de l'œuvre, c'est très douloureux même. Ouais, ça doit. Oui, vous en parlez comme d'un truc douloureux d'aller dans la salle puis d'assister au spectacle. C'est horrible. C'est vraiment, je sais pas, c'est une épreuve à chaque fois. Je pense qu'elle est de plus en plus intense avec l'âge, en fait, parce qu'elle est de plus en plus profonde. En fait. Yvon Paris, je reviens avec vous. Dans votre carnet, vous évoquez l'origine de l'écrivain que vous êtes devenu. Puis je vais vous citer dans un dossier de Lettres québécoises en 2014. Vous écrivez « Être écrivain marque une rupture terrible avec le monde qui m'a vu naître. Vous venez d'une famille de travailleurs forestiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Donc pour vous, devenir écrivain, c'était une sorte de trahison envers votre famille? C'était quelque chose qu'on ne faisait pas, carrément, parce que je suis une famille nombreuse de l'époque et j'étais le 9e de la famille et il y a seulement moi qui ai fait des études, qui a dépassé en fait la 7e année. Alors c'était une famille de travailleurs forestiers. Mon père était pratiquement analphabète. Il lisait un peu, mais pas beaucoup, et ma mère avait fait 3 ou 4 années d'études. Alors normalement, j'aurais dû être un bûcheron, être un travailleur forestier. Puis mon père se moquait beaucoup des intellectuels. Ça devait être difficile, là, il parlait des pousseux de crayon et tout ce que tu voudrais. Allez, je voulais faire ça, moi. Aussitôt que j'ai su lire, j'ai commencé à écrire des choses en cachette et tout ça. Et ça a été véritablement une rupture très difficile à assumer au départ, parce que j'avais le sentiment de trahir ma classe sociale en allant vers les études universitaires, en littérature, en plus en lettres. Mon père se demandait bien ce que je faisais, pourquoi j'allais apprendre à l'université à écrire des lettres. Le mot lettres. Et vous aussi, il y a une sorte de rupture avec votre milieu. Moi aussi, c'était un milieu très, très peu éduqué. C'est bizarre parce que comme je suis née en France, les gens pensent toujours qu'on vient d'un milieu bourgeois. C'est ça. Mais non. Et non. Non, c'est un milieu très prolétaire aussi. Mais en fait, la seule différence, c'est que mes parents nous ont poussés vers les études. Mais par contre, je pense que c'était un mystère pour eux. Ça restait comme un mystère incompréhensible, en fait, ce monde-là. Mais ils nous ont quand même encouragés. Ouais. Donc, mais après, il y a eu la réaction inverse. Quand j'ai publié mon premier recueil de poésie, ma mère était extrêmement fière de ça. Extrêmement fière de ça. Et elle a pris le livre et elle l'a enveloppé dans une grande serviette pour le mettre dans une armoire, comme un objet précieux. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un accomplissement. Mais ça, avant que j'arrive à ça, bien, ça a été difficile. On va maintenant recevoir David Turgeon qui se joint à nous pour la discussion. Donc, pour plonger dans l'univers de la création, je vous suggère l'album « Vous êtes tous jaloux de mon jetpack » de Tom Gold. C'est une bande dessinée qui a été publiée en octobre dernier chez Alto. L'auteur est un Écossais qui vit maintenant à Londres. Ce sont des cartoons littéraires. Ils ont été publiés d'abord dans le Guardian. Donc, on rit beaucoup avec ces petites bandes dessinées-là. On plonge vraiment dans l'écriture de Roméo et Juliette. Il y a des souris qui lisent. Puis les rotors narratifs deviennent vraiment des personnages. C'est très intéressant. Mais surtout, on lit beaucoup du personnage de l'écrivain et c'est rafraîchissant. Donc, vous êtes tous jaloux de mon jetpack de Tom Gold. David Turgeon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, vous êtes romancier, BDiste, critique de bande dessinée, musicien. Vous avez publié un premier roman au Cartanier en 2012, Les Bases secrètes, et une novella, La raison vient à Carolus, en 2013. Vous avez publié plusieurs bandes dessinées aussi, donc Printemps lunaire et Minerve chez Mécanique Générale. En 2012, vous avez fait paraître à La Mauvaise Tête La Muse récursive et les pièces détachées. Prix BD-Lys fanzine pour les 2 premiers tomes de la trilogie. Et là, vous faites paraître un roman, La revanche de l'écrivaine fantôme au Cartanier, donc paru à la fin de l'été 2012, qui est, on pourrait dire, un roman ironique.
On est pas mal dans l'ironie, en tout cas. Oui, ça n'en manque pas. Oui, qui s'en en manque pas. Qui met donc en scène un dessinateur qui raconte son livre à venir, c'est-à-dire l'histoire de l'écrivaine Joanne Delambre, écrivaine fantôme qui va se transformer en écrivaine réelle parce qu'elle va mettre à profit 3 scénarios qu'elle reçoit par la poste. Alors, le texte est prétexte, finalement, à déconstruire tous les clichés sur la littérature, puis à discuter de métalittérature, de construction romanesque. On pourrait dire que c'est comme un roman en chantier qui est présenté. Oui, on pourrait dire ça, oui. C'est un roman qui parle d'un roman en train de s'écrire, ce qui est un procédé littéraire assez répandu quand même. Je n'en vois pas tant que ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un certain... Il y a un cliché du roman qui parle d'un roman. Il y a un cliché de la mise en abîme. C'est certain que c'est un cliché qui existe. Mais bon, comme tous les bons clichés. Comme tous les bons clichés, il y a une bonne idée derrière. On essaie d'en faire quelque chose. Oui. Mettons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez amusant. Pourquoi ça vous amuse d'écrire sur l'écriture? Je sais pas. Je me demande des fois si on peut écrire sur autre chose, en fait. Parce que, ah oui? C'est-à-dire que c'est la chose qu'on connaît, c'est la chose qu'on sait faire. Maintenant, puis je pense qu'il y a quelque chose qui peut être passionnant, c'est-à-dire que c'est la construction. Construire une histoire, donc la construction de quelque chose, c'est quand même assez positif. Il y a plein d'intrigues, juste même dans la sélection des mots qu'on va choisir ou chez quel éditeur va-t-on faire paraître ce livre, etc. Mais au-delà de ça, je sais pas. C'est des jeux qui m'amusent. Je pense qu'à la fois, comme c'est des jeux, le plaisir, c'est aussi de transgresser les règles et puis de démolir le jeu à la fin. Oui, ça peut même devenir je pense que dans celui-là, ça devient un jeu de démolition. Oui, mais défoulatoire sur le récit lui-même, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui tient au début, puis on va essayer de le faire trébucher, puis de voir ce qui peut tenir encore. Mais pas seulement dans les personnages, puisque envoyer une boule de quilles dans les personnages, c'est une chose, mais aussi dans la manière dont on raconte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut envoyer aussi une boule de quilles dans la manière dont, dans les phrases, dans les... Ça fonctionne très bien. On pourrait aller plus loin sans doute même, mais... Mais je vais vous citer, vous parler de l'écriture. L'écriture, c'est le choix des techniques de travail, c'est l'approche méthodique de chaque sujet, avec ce qu'il faut de saine insouciance, de ce qu'on appelle grâce, je suppose. Enfin, l'écriture, c'est, comme pour toute activité humaine, du temps. C'est franchement très compliqué. Il faut attendre, méditer, il faut vieillir, faire vieillir, il faut se tenir prêt quand vient la phrase, l'idée maîtresse. Il faut être là, chez soi, dans la plus farouche intimité, délibérément fortifié en soi et avec ses outils, ses dictionnaires, ses nourritures littéraires. Le reste n'est que sueur. Désolé de ruiner ainsi le mystère de l'écriture, mais il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Est-ce que vous avez cette idée de désacraliser l'écrivain avec La revanche de l'écrivaine fantôme? Peut-être. Je me suis pas sûr de me poser cette question. Non, vous n'avez pas eu cette visée en écrivant. Mais le mythe de l'écrivain, là, il y a quelque chose dans votre façon de raconter finalement tous les rouages, de dire, mais c'est aussi un métier comme un autre, avec peut-être moins de cette idée mythique qu'on a de... Je pense qu'il y a aussi... À la fois, c'est un métier comme un autre, puis à la fois, c'est un peu inopiné, en fait. Devenir écrivain, c'est quelque chose qui souvent va arriver un peu par hasard, je pense, parce que, c'est Beckett qui disait « bon qu'à ça », mais je pense que c'est Beckett, j'espère, parce que sinon j'ai l'air vraiment fou. Il n'y a pas d'appel, quoi, vous dites, il n'y a pas d'appel. Non, je crois pas qu'il y a forcément... Non, c'est ça, je crois pas qu'il y a vraiment... je pense que peut-être pour certains, oui, il y a un appel, là, mais je le sens comme quelque chose qui peut aussi arriver de façon, vraiment inopinée. C'est un truc qui se met sur votre route. Je pense qu'il y en a qui désirent devenir écrivains toute leur vie et qui peut-être le seront jamais. Il y en a qui le disent. Il y en a qui disent qu'ils vont le devenir. Il y en a qui... Et en fait, oui, c'était peut-être amusant d'avoir le personnage de Joanne Delambre pour qui, finalement, l'écriture, c'est vraiment... C'est une technique, c'est même un peu trop facile pour ce personnage-là. Et même le piège du fait que ce soit trop facile, c'est que finalement, elle se trouve à être un peu une mercenaire, c'est-à-dire écrire les livres des autres, jusqu'au jour où elle se met à écrire ses propres livres. Mais
en même temps, comme c'est quelqu'un qui écrit sans contrainte, ben, elle est un peu obligée d'avoir aussi des canevas, donc qui lui sont quand même donnés. Elle est obligée de s'appuyer sur quelque chose, finalement, pour construire, parce que c'est trop facile. c'est trop facile, en fait, pour elle. Oui. Je pense pas, encore une fois, que c'est trop facile pour tout le monde, mais oui, il y avait peut-être... Mais vous vous moquez aussi beaucoup du milieu, du système littéraire. Il y a beaucoup de critiques, de pics sur le système de prix, de récompenses, la promotion, les relations de presse. Vous parlez d'un dossier de presse qui comble jusqu'aux ellipses du roman. Ça m'a bien fait rire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous mettez en fait en scène le métadiscours de la littérature, on dirait qu'il avale la littérature. Est-ce que c'est une image que vous avez? Vous avez l'impression que parfois le discours est plus gros que la littérature elle-même, en fait, Plus gros, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on lit jamais de toute façon un livre vierge. C'est-à-dire que le livre vient avec toutes sortes d'informations, de commentaires. C'est assez rare, en fait, qu'on va tomber complètement par hasard sur un livre, puis qu'on dit, tiens, je vais lire ça entre tous, sans rien. On a toujours des a priori, on a toujours... Et en fait, je pense pas qu'on puisse tellement s'en passer non plus. Donc oui, il y a un jeu autour de la littérature, il y a un jeu autour du livre, il y a un jeu autour du mythe de l'écrivain, il y a un jeu autour de ce que font les journalistes, ce que font les professeurs, ce que font... enfin bref, on pourrait... Les autres écrivains. Les autres écrivains, les éditeurs aussi, les éditeurs aussi font un travail assez... disons, mythificatoire autour de l'œuvre des écrivains. Bref, tout ça est un jeu qui est assez amusant à observer, je pense. Puis je pense qu'au fond, peut intéresser un peu tout le monde. Oui, non, c'est très divertissant. Merci. Merci. Le problème avec les livres, c'est qu'ils ne s'écrivent pas tout seuls. On les engendre en ployant sous le labeur, comme on dit, et ce à quoi ils mènent, on ne sait plus trop. D'autant que la plupart des projets d'écriture sombrent à l'état de manuscrits, inachevés le plus souvent. Mais par rapport à l'écriture sur les... Je reviens peut-être à vous deux aussi, d'écrire sur les coulisses de la création, sur le processus de l'atelier de l'écrivain ou du créateur. Est-ce que pour vous, c'est un geste démystificateur ou est-ce que... Parce que vous dites tout à l'heure, il y a quand même des choses qui restent mystérieuses. Avez-vous l'impression que le mystère reste quand même assez... Entier, ben oui. Oui, pour moi, il reste entier parce qu'en fait, il y a plein de questions tout le temps. Mais en fait, l'important, c'est que... moi, comme je disais de mon livre, c'était que ça donne le goût à des gens de se commettre, en fait. Parce que c'est tout. On peut pas dire vraiment qu'est-ce que c'est la mise en scène ou l'écriture. Mais vous, j'ai pas lu votre livre, mais vous semblez y parvenir. On va loin, en tout cas. Vous allez loin dans le... Il y a peut-être... En fait, ça, je pense que c'est une théorie, mais en fait, je pense qu'il y a d'autres personnages pourraient avoir d'autres manières de... Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'était justement la théorie de Joanne Delorme, qui était le personnage du livre, mais je crois pas que ce soit forcément la seule manière d'envisager la chose non plus. Je pense que oui, je pense que pour certains, ça peut être quelque chose de très mystérieux. Oui, je pense qu'il peut y avoir même l'inspiration. Certains se sentent investis d'une mission. Certains, en fait, je crois pas qu'il y ait une règle particulière, mais peut-être que il y a peut-être un meilleur effet comique à parler de quelqu'un, finalement, pour qui c'est un travail comme un autre, alors que tout le monde pense que c'est... C'est peut-être une mission impossible d'essayer de démythifier ça. Si on met la lumière sur un aspect, on crée une zone d'ombre ailleurs tout le temps. Et à la minute où vous placez un personnage sur une scène, avec tous les éclairages et les maquillages, vous avez créé un mythe au départ. Et c'est impensable de devoir démystifier ça. Est-ce que la littérature est accessible et tout ça? Je pense que l'expression est accessible, mais la littérature va toujours rester un mythe en quelque part, parce que c'est quelque chose, c'est l'expression, c'est aller fouiller quelque part dans l'être, dire quelque chose, essayer d'expliquer quelque chose, mettre le focus sur une époque, un personnage, un drame, et plus on essaie d'écrire sur l'écriture et plus on la mythifie en quelque part.
Oh, oui, oui. 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 Puis vous, quand vous... Que l'écriture, ça fascine autant de gens quand Ouais. même, parce qu'il y a tellement de gens qui disent Ils veulent je vais écrire un livre, un roman, c'est quand même quelque chose. Ouais. Moi, la première, quand j'étais jeune, je voulais être écrivain, mais j'ai jamais réussi. Mais pourquoi les gens veulent tant je écrire? sais pas, oui, c'est bizarre parce que question ça donne pas la intéressante. gloire, ça donne pas l'argent. C'est pas comme la voix, là où je sais pas. C'est Oui. louche quand même, non? Oui. C'est une drôle de. Hein? En fait, oui, c'est un drôle. En fait, ce qui est amusant avec l'écriture, c'est que c'est quelque chose qui te pardonne beaucoup, en fait, comme activité, je trouve. Il y a un moment, je pensais à ça, je me disais, au fond, comme artiste, l'écriture, tu peux y arriver à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, et t'es jamais vraiment trop vieux. À la rigueur, peut-être trop jeune pour écrire. Peut-être pour certains, on peut se poser la question, mais encore là, je mettrais ça avec des bémols. Mais, et c'est quelque chose, finalement, c'est quand même un art qui accueille les gens, qui accueille ses praticiens sans tellement poser de questions, sans tellement demander des papiers à l'entrée. C'est vrai, vous avez raison. Alors pas de que diplôme. Ouais. quelqu'un qui veut devenir danseur ou Ça prend acteur une ou école, chanteur, il y a un moment où c'est même plus possible. À la rigueur, il y a physiquement, ça peut devenir trop difficile. Ou justement, comme faire certains sports, etc. Évidemment, il y a des gens qui commencent, je lisais sur un peintre qui a vendu son premier tableau, passé 80 ans, etc. Bon, Ouais, c'est ça super. arrive. On a toujours des belles expériences comme ça, mais règle générale, c'est quelque chose qui est tellement cérébral. Et je sais pas, peut-être que c'est ça aussi. C'est peut-être justement de dire enfin, je vais inventer quelque chose, je vais inventer un monde qui Oui, est je pense que ça, c'est un des désirs répandus de vouloir créer son Oui. propre monde, sa propre vision du monde, avoir l'impression de s'extraire peut-être de la réalité. Mais il y a une grande différence, par exemple, entre faire un livre puis être écrivain, je pense. Oui. Parce Être que écrivain j'écrivais tous les jours. j'écrivais dans Lettres québécoises que ça prend une vie pour devenir écrivain. Ouais. Et ça, j'y crois mordicus. Tu ne peux pas t'improviser écrivain comme ça, comme je ne pourrais pas monter sur une scène avec vous puis jouer le rôle. Non, mais ça c'est improvise pas. Ouais, impossible. Alors, on peut faire des livres, c'est relativement Ouais. facile. C'est de pour faire ça des livres. peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, mais c'est prétendent sûr être et certain qu'il y a une tension, parce que c'est vrai, il y a un mythe. C'est des gens qui brassent des sentiments ou des questions sociologiques que l'on ne fait pas habituellement dans la société. C'est des gens qui s'ouvrent, qui communiquent, qui sont capables d'aller loin dans le dire, puis dans l'écoute en général aussi. Ouais. Un écrivain qui n'écoute pas, là, c'est pas un écrivain très intéressant. Et alors, s'il n'y a pas d'écoute, puis il n'y a pas d'échange comme ça, c'est très important. Et c'est pour ça que ça fascine. Comme le comédien est capable d'entrer dans la peau d'un personnage de Richard III et monter sur une scène et devenir pratiquement un autre dans son corps et dans son esprit, c'est fascinant. Oui, oui. C'est extrêmement Oh, il y a quoi. fascinant et il y a un grand mythe autour de ça. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. L'écrivain, le véritable écrivain, il va rester un mythe toujours comme ça. Mais parce que c'est un rapport au monde aussi, c'est comme acteur. Moi, je dis Voilà. souvent, on peut jouer, pas nous des acteurs, là, mais dans le sens que moi, je le vois, qu'un acteur, c'est un rapport au monde qui est très particulier, par exemple, qui est très différent de celui de la mise en scène, par exemple. Ouais, oui. J'imagine que l'écrivain aussi, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un écrivain non plus. Mais oui, par rapport au rapport au monde, ou en tout cas de l'emplacement de l'artiste par rapport à la société, c'est intéressant que vous écrivez. L'emplacement privilégié par l'artiste n'est-il pas périphérique, à l'extérieur du centre, tel celui du vigile, ou plutôt entre des parois de verre à la fois dehors et dedans, ainsi que le décrit Henner Muller dans Hamlet Machine? Vous, selon vous, l'artiste donc doit se situer à la fois dans le monde et en retrait, dans cette espèce d'entre-deux? Oui, moi je pense que c'est un mouvement permanent d'entrée-sortie, en fait. C'est ce que je ressens, mais je ne sais pas. Et en fait, c'est pour ça aussi que la recherche du consensus est impossible, en fait. Parce que, en fait, l'art est à la fois une position où on est centré sur soi-même, parce qu'il faut bien l'être, mais en même temps en relation avec l'extérieur. Donc on passe sans cesse de l'un à l'autre. Voilà, c'est comme ça que je le Ils vont parler ressens. aussi, c'est un peu, même dans votre carnet, c'est un peu
va-et-vient qu'on ressent. Vous parlez de ce qui se passe dehors et vous revenez toujours dans le... Extrêmement branché sur la société, sur la littérature, sur la lecture et tout ça, puis en même temps, une nécessité d'un retrait quelque part pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait tout ça en toi. Comme vous le faites quand vous faites une mise en scène, vous partez d'un texte, vous le décortiquez, vous le lisez, vous le triturez, vous le reformulez dans une certaine... recracher pour dire c'est ça. Oui. Alors, l'écriture est exactement le même processus. Mais il y a une appropriation du monde, en fait, Ouais, en voilà. mise en scène comme en écriture, c'est-à-dire on s'approprie, on le bouffe littéralement. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a comme digère. on le digère, puis c'est vrai que ce qui sort après, c'est comme une synthèse de notre perception et de notre psyché. Je veux vraiment appeler ça. C'est tout ça que je regardais en 2012, les manifestations étudiantes à la télévision, et c'était le grand moteur, mais comment faire passer ça dans un carnet et en littérature? Bien, il a fallu que je me retire de tout ça, que je ferme la télévision pour regarder quelles images ça évoquait en moi. Qu'est-ce que ça allait chercher en moi? Et c'est là qu'est le processus de retrait pour le redire ou le recracher, comme vous dites. C'est parfait. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Je rappelle David Turgeon, La revanche de l'écrivaine fantôme est publié au Cartanier. Yvon Paris, L'enfant qui ne voulait plus dormir, donc un carnet chez l'Évêque éditeur, et Brigitte Hennequin, Un regard qui te fracasse chez Boréal. Merci à vous d'être venus à l'émission. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je remercie la librairie Monet de nous accueillir dans ses locaux. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt.